Bonjour, on se retrouve pour un épisode des rendez-vous pour booster votre carrière. Le but de l'émission, c'est de vous donner des clés pour booster votre carrière et être bien dans votre job. Les sujets abordés sont essentiellement management, RH et développement personnel. L'émission se veut courte, environ 15 minutes, avec un invité qui vient partager son expérience. Voilà, vous savez tout. Je vous présente brièvement Marie, qui est fondatrice du cabinet Atorus Executive, spécialisée dans le recrutement des fonctions légales, taxes, compliance et RH. Et quant à moi, je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui manager de transition en Legal Operations et créatrice de contenu, notamment du podcast et du site Tout droit, tout simple. Bonjour Marie, on se retrouve pour ce deuxième épisode du rendez-vous pour booster votre carrière. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Et notre invité est si brillant en fait au premier épisode qu'on a souhaité l'inviter à nouveau pour une autre session. Donc Franck, ravi de te voir à nouveau. Et aujourd'hui, on va parler de management d'équipe. Bonjour Delphine, merci beaucoup. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième numéro. Et effectivement, Franck Roy, du secrétaire général d'Europe Car Mobility, a été tellement excellent qu'on est ravis aujourd'hui de l'inviter sur le management d'équipe. C'est un sujet qu'on a souvent échangé avec Franck et c'est quelqu'un qui m'a énormément appris sur le management, sur comment gérer les gens qui viennent, qui repartent dans son équipe, comment le vivre. Et donc, je suis ravie qu'on puisse avoir son retour d'expérience aujourd'hui sur ce thème-là. Et alors, on va commencer par une question très directe. Quelles sont pour toi les obligations du manager envers son équipe ? Il y a une première qui est la confiance. Notre obligation, c'est une obligation de confiance. Après, c'est une notion un peu archaïque et grégaire, c'est de protection de son équipe. Si on veut qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, il ne faut pas les laisser en race campagne quand on a un souci. Et le troisième, c'est leur donner la possibilité de grandir, et paradoxalement, même si ce n'est pas chez vous. Et comment justement, quand ils partent ailleurs, comment on gère le départ d'une personne dans son équipe? Parce que ça peut être effectivement pour une bonne raison ou pas. Comment on gère ça? Alors, tu as plusieurs façons, tu as plusieurs départs de ton équipe. Tu as une partie de tes équipes qui partent parce qu'elles ne sont pas en adéquation avec la façon dont tu manages ton équipe, avec l'ambiance de l'équipe ou avec la société. Et en tel cas, c'est plutôt une partie d'échec mutuel ou pas sur le sujet. Et puis après, tu as le départ de ton équipe que tu favorises alors que c'est quelqu'un de très bien chez toi. Mais ça fait partie du contrat que tu as eu avec les gens. C'est-à-dire que tu leur demandes plus que ce pourquoi tu les emploies, mais en contrepartie, tu t'engages et tu donnes de toi ou du reste de ton équipe pour les faire progresser. Et quand ils ont atteint la progression, nos équipes sont quand même une pyramide assez plate en fait. Donc, si on veut des gens brillants, il faut dès le début avoir un contrat très clair qui est de dire on va te faire travailler bien plus que les autres, tu vas être obligé de délivrer bien plus, par contre tu auras plus d'expérience et s'il y a une opportunité qui se présente chez nous, bien sûr c'est toi qui la prendras ou ton copain qui est aussi brillant, donc ça sera le meilleur des deux, mais si ça ne se présente pas, mon devoir, c'est de t'aider à trouver ailleurs pour trouver cette continuité de carrière. L'avantage, c'est que on a un contrat de confiance assez intéressant, on a un vrai échange, un vrai enrichissement avec les équipes. Et puis, on se crée les deux, un réseau mutuel, puisque lui, il reste en contact avec vous, il reste en contact avec ses collègues, et vous avec, et vous créez un réseau. Et que logiquement, s'il part sur des jobs assez attractifs, ça permet un effet d'aspiration de gens qui se disent en fait, c'est une bonne école de formation, je vais apprendre, et ce sont des gens de qualité qui vont venir. Oui, et puis cette transparence, elle crée effectivement, comme tu l'as dit, la confiance, et donc c'est aussi motivant en fait pour travailler encore plus, en fait, de se donner du mal dans son job. Oui, même si c'est frustrant de faire en sorte de se séparer de gens avec qui on s'entend très bien, qu'on a des affinités. Mais c'est aussi le coup qui occupe, on se donne tous, qui est de dire
le confort de tout refaire et sans faire d'efforts, de recommencer, ce n'est pas notre métier et ce n'est pas notre société. Donc voilà, il faut se forcer un petit peu. Et en fait, quand vous retrouvez les gens 1 an ou 2 ans après, vous avez le même plaisir de les voir et vous êtes super content de voir leur progression. Moi, on a eu cette conversation ensemble il y a quelques temps et ça m'avait beaucoup marqué. Et tu vois, j'ai pu la digérer, cette conversation. Et j'ai mesuré je ne sais pas si ça se tient, hein, mais cette espèce de maturité émotionnelle et professionnelle que tu as, qui quand on est un jeune manager et quand on commence, c'est vraiment, c'est très important d'avoir cette maturité, de se dire, OK, la route est longue. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça s'arrête que ça, voilà, on doit réussir à se projeter dans le futur. D'ailleurs, c'est un retour d'expérience que j'aurais bien aimé que tu partages avec nous. Pour toi, quelles ont été tes plus grosses erreurs dans tes recrutements et à l'inverse, peut-être tes réussites? Les plus grosses erreurs, c'est d'avoir recruté quelqu'un parce que j'avais 2 candidats et que je n'étais pas persuadé que je l'ai pris. Et en fait, ça n'a jamais vraiment marché. On n'était pas du tout sur les mêmes longueurs d'onde. Et c'est compliqué et en discuter avec mes pairs, puisque chaque équipe a à peu près une signature, un fonctionnement qui est dû à son manager, qui est dû à l'entreprise aussi. Les 2 marques. Et si on trouve quelqu'un qui n'est pas en adéquation avec le reste de l'équipe, en fait, c'est une erreur individuelle, puisque ça a mal se passé avec ce collaborateur, mais c'est une erreur collective, c'est parce que l'équipe va en souffrir aussi, et ça, oui, ça diffuse partout. Et c'est un très gros échec, en fait, pour tout le monde. Même si à la fin, tout le monde s'en sort bien, c'est quand même un échec assez important, et c'est quelque chose auquel je n'avais pas fait attention, qui est de dire le fait de la contamination d'un élément qui n'est pas bien sur tout le reste d'une équipe. Et est-ce qu'avec le recul, tu sais l'erreur que tu as faite justement? Pourquoi tu l'as choisi, cette personne, et qu'est-ce qui a fait que… Ou peut-être tu ne sais pas. Je l'ai choisi parce que le processus avait été long et que j'avais besoin de quelqu'un et que je me suis dit, voilà, j'étais feignasse et je me suis dit, je ne fais pas l'effort intellectuel de repousser plus loin et je prends et je vais voir. Et c'est une renonciation. Oui, c'est là l'erreur en fait. À une exigence, voilà. À un moment, il faut être exigeant avec soi-même et je ne l'ai pas été. Bon, et tu as réussi alors. Tu as réussi quand même. Mais j'en ai plein. C'est tes réussites. C'est tous les gens que tu recroises 3 ou 4 ans après et que tu reconnais, qui ont trouvé leur maturité, mais pas spécialement dans le métier juridique. Il y en a plein qui ont fait plein d'autres choses. Dans mes anciennes équipes, j'en ai une qui fait de l'achat vidéo, une autre qui à un moment ouvert une galerie pour photographie. Il y en a une autre qui est devenue coach sportive. Voilà, plein de gens qui ont des réussites, qui ont des maturités, et ça fait super plaisir de voir que le moment où on les a accompagnés, les a aidés à avancer sur leur chemin. Et ça, c'est une vraie réussite. Au-delà des grades et des machins, le principal, c'est qu'ils soient tous contents de leur parcours, de ce qu'ils ont fait. Et voilà, ça, c'est sympa. Et comment, parce qu'il y a effectivement des réussites, il y a des échecs, dans toutes les entreprises, on connaît ça. Comment on gère une personne dans une équipe qui n'est pas constante, qui a des hauts, des bas, un jour ça va pas du tout, ou alors même qui ne s'intègre pas à l'équipe. Tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais comment on gère ça, mais au quotidien, très concrètement? Parce que ça arrive souvent, en fait, ce genre de situation. Même si au début ça va bien, il se peut que la situation change et qu'à un moment donné, ça se passe moins bien. Comment on gère ça? Alors, il y a 2 situations. Il y en a une facile. C'est la personne, elle a un comportement erratique, mais en plus, elle n'est pas sympa. Et dans tel cas, tu es assez direct et assez froid. Tu expliques que ça ne peut pas continuer à durer. Et c'est assez facile. Ce n'est pas très, très compliqué à expliquer. Ça fait partie aussi du rôle de manager, de savoir séparer de gens. C'est extrêmement important. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que le recrutement à faire. Il y a aussi se séparer des gens et se séparer des gens, prendre la décision tout seul de séparer des gens. C'est extrêmement important.
Et puis après, il y a des situations qui est beaucoup plus compliquées. C'est lorsque la personne erratique fait de son mieux, ne maîtrise pas, et là, ça devient compliqué parce qu'il y a des situations personnelles qui deviennent compliquées et la situation simple de dire on arrête, elle est un peu simpliste. Donc là, ça devient extrêmement compliqué et il faut essayer de trouver un accompagnement. Soit les équipes sont assez grandes et on essaie de trouver une place qui gêne le moins possible le reste de l'équipe. Et après, le fait de délivrer ou pas la performance, c'est la responsabilité du manager. Donc, c'est à soi de voir jusqu'où on accepte ou pas. Donc, ça, c'est son problème et c'est plus facile à gérer. Quand les équipes sont plus petites, malheureusement, c'est une situation qui ne peut pas durer. Parce qu'on ne peut pas demander à des équipes de délivrer beaucoup et à une personne de ne pas délivrer pareil. Après, on a un problème d'égalité dans les équipes et ça devient très compliqué. Est-ce que justement les RH ils peuvent aider là-dedans ou dans ces situations? Parce qu'il y a le manager, mais il y a aussi le rôle des RH, non? Les RH ils peuvent aider s'ils ont les moyens d'aider la personne. Soit elle est erratique, ça dépend. Soit les RH peuvent nous aider à identifier les causes et éventuellement s'il y a des moyens d'y remédier, ils nous fourniront les moyens de la formation, de l'accompagnement, du coaching. Donc ça, c'est tous les outils dont on dispose comme manager et qui nous sont proposés par les RH. OK, mais après, le reste, si c'est consubstantiel à la personne, ni les RH, même s'ils font le mieux qu'ils peuvent, ni nous le faisons. Donc, au bout d'un moment, encore une fois, le boulot de manager, c'est recruter, mais aussi se séparer de gens. Moi, j'ai une petite question bonus que je me permets de poser. Comme on sort d'une période de crise où on a eu beaucoup de nouvelles méthodes de management et notamment liées à cette question de télétravail, puis plus télétravail, ça n'arrête pas d'évoluer. Pour toi, comment tu vois le monde du travail, le management de demain? Comment tu vois les choses évoluer dans les équipes? J'ai du mal à projeter sur comment va devenir le travail d'équipe. Le seul truc qui me préoccupe, c'est comment on va garder un peu d'humanité dans la relation globale et dans le ciment du groupe. On est hyper exigeant sur les métiers du droit, sur l'implication, sur le temps, sur la zone de risque que l'on prend sur les gens, sur la pression psychologique. On l'a bien vu dans les différentes études qui sont sorties. C'est un métier, sans être un métier stressant, c'est un métier avec énormément de pression et énormément d'engagement horaire. Et en corollaire, on avait une espèce d'humanité, d'équipe, de fonctionnement, etc. À distance, ça va être extrêmement compliqué de garder cette humanité-là. La gestion technique à distance sur nos métiers, elle pose zéro problème. C'est delivery technique, etc. Le partage de savoir-faire et la gestion de l'humain, là, pour le coup, il va falloir qu'on soit assez imaginatif pour casser le pur digital métier, pour essayer de trouver des relais où, pour le coup, on va essayer de retrouver ce phénomène de groupe et un peu d'humanité. Et aujourd'hui, avec un peu de retour d'expérience, pour être très personnel, j'ai des réunions d'équipe globales, j'ai des réunions de managers et je remets des one-to-one, même pour rien, avec mes managers pour garder ce lien, sans ordre du jour, sans rien. Juste pour recréer la pause café où on n'a pas d'ordre du jour, on n'a rien. La pause café, elle peut être très, très mal vue. En termes de management, c'est un outil assez extraordinaire. C'est un outil qui fait une frontière entre le pur professionnel et sans être très personnel, mais un peu de personnel, qui n'a pas d'ordre du jour, qui n'a pas vraiment de hiérarchie et qui permet à tout le groupe de s'exprimer. Quand on n'a plus cette machine à café, on perd une source d'information, mais on perd aussi un lien. Et on perd la connaissance des gens parce qu'au café, lui demander tiens, tu ne vas pas très bien, oui, j'ai un enfant malade, ou j'ai des problèmes avec l'école, avec mes enfants. OK, ça vient naturellement dans la conversation et vous, en tant que manager, sur les signaux que vous pouvez écouter parce que c'est une communauté que l'on manage. Donc, il y a des gens qui ont des problèmes temporaires. Si on peut les décharger un peu, puis après, ça revient et c'est un cycle. Quand vous êtes en remote pur, vous n'avez jamais cette conversation parce que vous commencez votre meeting, vous le fermez, vous avez fini l'ordre du jour et cette conversation, elle n'est pas là et vous n'allez pas poser la question parce que là, vous allez rentrer
directement dans l'intimité des gens et ce n'est pas votre métier, ce n'est pas votre vocation et ce n'est pas ce que vous avez à faire. Et du coup, c'est ce lien qu'il faut essayer de recréer et qui sera, à mon avis, la difficulté, bien plus que le délivré technique, parce que où qu'on soit, le délivré technique, on peut le faire. Moi, je suis pas sûre qu'on puisse le créer autrement qu'en physique, hein, ce lien social. Hein. Honnêtement, tu l'as dit, hein, en visio, on ne parle pas des mêmes choses, en fait. On ne se dit pas les mêmes choses. Mais on ne se dit pas tout, surtout. On se dit beaucoup moins. Et les messages sont beaucoup moins... C'est beaucoup plus froid, beaucoup plus distant, beaucoup plus... Et même le langage corporel est beaucoup plus compliqué à lire en visio qu'en présentiel. Bah ça, il y a une raison qui est assez simple, c'est qu'en visio, tu as un écran. Et quand tu prends la définition dans le Larousse, hein, un écran, ça coupe les rayons. Or, quand tu prends la communication, il y a 2 types de communication, la verbale et la non-verbale. Il y a 83%, elle est non-verbale. Donc, mécaniquement, tu mets un écran, tu coupes une partie de ta com. Mais, puis, tu n'as que le visage, tu n'as pas les gestes, tu n'as pas le corps. Tu n'as pas la jambe qui n'arrête pas de bouger quand tu poses une question, qui est un signe que tu remarques tout de suite quand tu es en présentiel. Et voilà, le seul truc qui est extrêmement important, c'est justement toute cette communication que l'on perd et qui est très difficile à retrouver. Il faut qu'on trouve des moyens de la retrouver. Un grand merci, Franck. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Si ce nouveau rendez-vous Booster votre carrière vous a plu, surtout dites-le nous en nous envoyant un message et en le partageant sur les réseaux sociaux et à vos contacts. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre épisode. D'ici là, portez-vous bien.